Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo où comme vous pouvez le voir je suis pas tout seul, voilà j'ai envie d'inviter Pierre, donc voilà bonjour Pierre, qui est modérateur sur les forums Economad, qui est la personne avec qui je travaille actuellement sur le projet Autosignal. Et il se trouve que Pierre a une expérience intéressante sur les bitcoins. Et comme moi-même, je connais le principe de base, mais je m'y suis jamais intéressé plus que ça, on s'est dit que ça pourrait être sympa de faire une vidéo où Pierre va nous présenter un petit peu le fonctionnement du Bitcoin dans une première partie, et puis ensuite on fera une deuxième partie, probablement la semaine prochaine, où on discutera un petit peu plus de son expérience personnelle, de trading avec le Bitcoin, et je lui poserai un petit peu des questions au fur et à mesure pour voir ce qu'on peut nous en tirer en tant que trader sur cette devise un peu particulière et sur son expérience de trader dans un deuxième temps. Donc voilà, Pierre a eu la gentillesse de préparer une petite présentation et du coup je vais lui laisser la parole et ce que je ferai c'est que j'interviendrai en posant des questions quand ça me paraît pertinent. Voilà, bonjour Pierre déjà, bienvenue Bonjour sur le Sylvain. Cercle en Bourse. Tu es officiellement la première personne en 3 ans qui intervient sur le Cercle en Bourse, donc c'est une grande première. J'espère que tu es flatté à sa juste valeur, non je plaisante. Ok, donc Bitcoin, donc tu nous as préparé une première partie pour nous expliquer un petit peu comment ça marche, parce que finalement, comme tu me le disais à l'instant, le Bitcoin, ça nous paraît toujours assez compliqué d'un point de vue extérieur quand on s'y est pas trop intéressé. Et a priori, c'est pas si compliqué ni accessible que ça. Donc du coup, je vais te laisser un petit peu nous présenter ça. D'accord. Donc, bonjour à tous. Euh, moi, je suis rapidement une introduction sur le sujet Bitcoin. J'ai découvert Bitcoin complètement par hasard à ses débuts. Et je suis venu au trading aussi complètement par hasard suite à l'effet Bitcoin dont vous avez dû entendre parler en 2013-2014, en fait, quand c'est devenu connu, quoi, hein. Donc j'ai intitulé cette petite présentation Bitcoin 2013-2014, parce que c'est vraiment la période où ça a bougé le plus. Deux bulles, trois crashs, plusieurs faillites massives en moins d'un an. C'est effectivement ce qui s'est passé. Bitcoin, c'est un peu un concentré de ce qui peut se passer sur les marchés. En un an, on a tout eu, quoi, hein. Donc qu'est-ce que c'est Bitcoin exactement, hein? Alors Bitcoin, c'est plusieurs choses. Et c'est ça qui est souvent pas facile à comprendre. C'est que c'est à la fois une monnaie, à la fois ce qu'on peut appeler une commodité, quelque chose comme de l'or, du pétrole, des denrées agricoles. C'est-à-dire que même si c'est numérique, hein, un bitcoin, c'est quelque chose d'unique, hein, qu'on ne peut pas modifier et qu'on peut s'échanger, et j'ai envie de dire qu'il sera éternel tant que le réseau bitcoin existe. D'accord. Donc moi Oui. juste te Mhm. coupe une seconde de ce que je comprends d'un point de vue extérieur. C'est qu'un Bitcoin, c'est une unité Bitcoin, c'est un code informatique, Oui, c'est tout ça? à fait. C'est-à-dire qu'en fait, un bitcoin, on va voir ça juste après, c'est identifié par une clé unique, un nombre unique qui identifie cette partie de valeur. Et ensuite, ce bitcoin appartient à une et une seule personne, ou n'appartient à personne s'il n'a pas encore été découvert. Donc, avant d'en arriver là, donc sur le processus de comment les bitcoins sont découverts et non pas fabriqués, et comment on peut les récolter, etc. Euh, Bitcoin, c'est également une plateforme de paiement, c'est-à-dire que je peux envoyer des bitcoins à quelqu'un, il peut m'envoyer des bitcoins. J'ai pas besoin de savoir qui cette personne est. J'ai juste besoin d'avoir son adresse, de lui envoyer un bitcoin. Il l'a reçu, je l'ai plus pour toujours, et la transaction est faite. Euh, et c'est en fait une chambre de compensation totalement décentralisée. Il faut penser un peu aux grosses chambres de compensation comme Un peu comme le Euroclear, Forex Clearstream. finalement, qui est décentralisé aussi. Ouais, disons que le Forex est décentralisé, mais dépend quand même des market makers, Oui. hein. Là, Bitcoin, ça ne dépend que du réseau. D'accord. C'est-à-dire C'est un que marché complètement libre. ouais, on est Hmm. vraiment dans la décentralisation totale. C'est du peer-to-peer total. C'est-à-dire que personne peut prendre, enfin, en tout cas à l'heure actuelle, personne ne peut prendre la main sur le réseau Bitcoin. Il y en a pas mal qui ont essayé, hein, dans les 8 dernières années. Jamais personne n'a réussi à le faire. Et plus le D'accord. réseau devient fort, plus c'est difficile de prendre la main dessus. Hmm. Et il faut imaginer que dans le secteur financier, toute transaction quasiment passe par l'un des gros clearers mondiaux,
le plus gros étant Clearstream. Donc c'est finalement le système de clearing qui permet de dire telle personne a fait une transaction avec telle personne est absolument centralisé. Ce que Bitcoin a réussi à faire, c'est tout le contraire, c'est-à-dire de garantir une transaction de manière formelle, sans qu'il y ait besoin d'une tierce partie qui dise oui, je vérifie et j'atteste que telle personne a fait une transaction avec telle personne. Oui, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que du coup, ça permet quelque part d'observer les règles, les mécaniques inhérentes au principe de marché dans leur forme la plus pure, sans intervention extérieure. Parce que je parle souvent des mécanismes d'offre et de demande, des réactions des investisseurs, etc., etc. Il y a toujours une espèce de cadre qui va venir un petit peu contraindre ces phénomènes. Et c'est vrai que là, on peut les observer, entre guillemets, un peu dans la nature, comme on observerait la différence entre un animal dans un zoo et le comportement d'un animal dans l'état sauvage. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, ouais. Tout à fait. C'est d'ailleurs l'un des points pour un trader, l'un des points les plus intéressants de Bitcoin, c'est qu'on est passé de l'état de nature sauvage absolu à un état où des traders ont commencé à venir sur Bitcoin. Donc là, ça a commencé les avantages statistiques classiques, c'est-à-dire qu'on pouvait trader Bitcoin comme on tradait peut-être les marchés dans les années 20. Tout marchait, tête, épaule, enfin, tous les trucs standards marchaient. Et puis peu à peu, ça s'est mis à s'éroder. Et c'est devenu plus difficile, plus compétitif. Les robots sont arrivés sur Bitcoin. Mais il n'empêche, à ce jour, on n'a pas de manipulation de marché de l'ordre de ce que peut faire une banque centrale. Ce qui fait qu'on a quand même une certaine pureté, si je peux m'exprimer ainsi, de marché. C'est ce qui a attiré beaucoup les traders dans un premier temps. Et pas d'insider trading non plus, finalement. Très difficile. C'est-à-dire qu'il y a forcément, il y a des grosses mains. Hein, donc Ouais. il y a des gens qui peuvent pousser les cours dans un sens ou dans un autre. Mais on n'aura pas, il n'y a pas de triche possible. C'est-à-dire que si on n'a pas de Bitcoin, on ne peut pas influencer le cours de Bitcoin. Bon, à moins de faire du buzz, ce qui marche par contre très bien. Hein, c'est-à-dire qu'une fausse nouvelle, etc. Mais là, D'accord. on est vraiment dans le marché de type émotionnel, c'est-à-dire le marché pur quelque part. Hein. Oui, oui. Oui, parce que c'est complètement décorrélé finalement de l'économie, contrairement au marché boursier classique où, en Tout à fonction fait. de l'état perçu en tout cas de l'économie, ça va avoir une influence au-delà de purs mécanismes d'offre et de demande à un moment donné. Euh, et je pense que c'est ça aussi qui attire de plus en plus d'investisseurs. Mhm. Une des grandes questions, c'est quelle est la vraie valeur de Bitcoin, la fair value, et personne n'est d'accord là-dessus. Je dirais qu'on s'accorde à dire que le Bitcoin vaut la moyenne de l'énergie dépensée par les ordinateurs qui maintiennent le réseau. C'est à peu Oui, près ça, mais ce qui est très difficile à évaluer. oui, Euh, donc d'accord. alors, pour continuer là-dessus, une des grandes questions, c'est qui a inventé Bitcoin? Donc, Oui, alors c'est un des grands mystères, ça y paraît. voilà, c'est un mystère, ça demeure un mystère. Hein. C'est sans doute l'un des secrets les mieux gardés de la planète, parce que pour que ça n'ait pas encore fuité 8 ans après, vu l'intérêt qu'il y a eu sur Bitcoin. Donc la personne qui a, en tout cas, la première publié réellement le premier papier sur Bitcoin, sur le protocole Bitcoin, a pour surnom Satoshi Nakamoto, donc un pseudonyme japonais. On a une petite photo en bas de ce slide. En 2014, on a trouvé un Satoshi Nakamoto qui avait le profil quasi parfait. Il était cryptographiste, il avait bossé pour les services, les RG américains. Il était aux bons endroits au bon moment, etc. Mais la personne a tout nié en bloc. Donc le Ouais. mystère reste entier. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Toujours est-il, Satoshi Nakamoto, quand il a lancé Après, oui, enfin, juste, je te coupe une seconde. Si c'était réellement lui et qu'il souhaitait garder l'anonymat, il aurait peut-être quand même utilisé, pour le coup, un vrai pseudonyme. Et- c'est ce que j'ai envie de me dire. Ça paraît assez oui, évident pour moi, ouais, mais ouais. disons qu'il y a un gros mythe, comme toujours. C'est-à-dire que l'inventeur de Bitcoin, au début, a fait tourner Bitcoin sur sa petite machine. Et il a commencé à découvrir des Bitcoins. Il en a amassé un certain nombre. Quand il y en a eu un certain nombre, il a ouvert son réseau. Et c'était l'une des premières critiques qui a été faite sur Bitcoin, c'est que ce truc, c'est un schéma de Ponzi. Un mec a fabriqué 1 million de Bitcoins, il les a, après il va faire monter la valeur, et puis un beau jour, il va tous les larguer sur le marché, il va empocher la valeur de son million de Bitcoins. Hmm. Et il se trouve qu'en fait, l'adresse de son portefeuille
Donc parce qu'un portefeuille Bitcoin, on ne peut pas savoir à qui il appartient. Mais par contre, il est visible. C'est-à-dire qu'on peut voir tous les portefeuilles Bitcoin, toutes les adresses, on peut savoir quel portefeuille a combien de Bitcoin. Donc il y a le sien, qui a plus d'1 million de Bitcoin depuis le début. Il n'y en a pas un qui a bougé depuis la création de Bitcoin. Donc on pense que le bonhomme a réellement fait ça uniquement pour lancer Bitcoin. On ne peut pas être sûr. Hein. Donc Satoshi Nakamoto, donc en 2009, il publie le code de Bitcoin en open source complètement, ce qui est un peu un prérequis dès qu'on fait quelque chose qui est lié à la cryptographie. Hein. C'est-à-dire que c'est tellement compliqué la cryptographie que si c'est du code fermé, s'il ne peut pas y avoir de revue de pair, personne n'adopte le code. Hein. Et donc il a publié un truc qu'on appelle le manifeste Bitcoin, le livre blanc, où il présente un peu les principes fondamentaux de Bitcoin. Donc ce livre blanc se trouve sur Internet, hein, c'est un papier un peu technique qui résume les fondamentaux. Donc là, j'ai intitulé ça un rêve de crypto-anarchiste. Alors, crypto-anarchiste, c'est quoi? C'est une frange on va dire, des anarcho-libertaires américains, essentiellement. Donc des gens qui ne veulent pas du tout d'État et qui pensent que les marchés peuvent intégralement réguler la sphère des interactions humaines. Donc c'est un mouvement de pensée assez minoritaire, mais qui a attiré beaucoup. Oui, ça me fait penser un peu à l'école autrichienne d'ailleurs, ce que tu dis là. Complètement. C'est très très lié à l'école autrichienne. Hein. Et donc les crypto-anarchistes sont fait connaître surtout dans les années 90 quand ils ont commencé à rendre la cryptographie accessible à tout le monde. C'est-à-dire, avant, c'était des choses qui étaient vraiment réservées à l'armée. Et en 94-95, après de longues batailles, ils arrivent à autoriser tout le monde à encrypter des documents. On n'entend plus trop parler d'eux pendant des années, à part éventuellement via des choses comme Wikileaks, des gens autour de Julian Assange, etc. Et ça ressurgit en 2009 où l'un des grands rêves des crypto-anarchistes, c'est de faire une monnaie intégralement décentralisée, ne dépendant d'aucun État, ne dépendant que d'elle-même. Et en fait, d'un coup, ce Satoshi Nakamoto sort son papier et propose un truc qui marche, qui fait exactement ça. Donc c'est la ruée, quoi. Hein. Moi, c'est à ce moment-là que j'en ai entendu parler, enfin 1 an plus tard, où je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce truc-là, je vais regarder. Donc le protocole Bitcoin est basé essentiellement sur un algorithme de cryptographie. Une adresse Bitcoin, c'est une clé de cryptographie. Donc vous en voyez une là sur le slide, c'est un truc absolument illisible. Si jamais vous avez une adresse comme ça, que cette adresse contient 3 Bitcoins, et que vous filez cette adresse à quelqu'un là par une capture d'écran, la personne peut vider votre portefeuille en 2 secondes. C'est fini, vous en avez plus, elle va les mettre sur une autre adresse. Donc, la possession d'une adresse Bitcoin, c'est ce que vous avez de plus précieux en Bitcoin. Oui, il ne faut jamais la dévoiler, quoi. Jamais la dévoiler. Ça va au point où, moi par exemple, je ne fais plus de Bitcoin, mais quand j'en faisais, j'avais un ordinateur spécialisé qui n'était jamais connecté à Internet, qui stockait réellement mon portefeuille. Quand je faisais une transaction, je passais par un système assez compliqué qui me permettait de les transférer à nouveau sur une autre adresse publique Bitcoin, où je faisais mes transactions et je les ramenais chez moi. Donc c'est compliqué, hein. C'est clairement pas un truc friendly. C'est entre autres l'une des raisons pour lesquelles ça a dormi pendant si longtemps. Donc une clé, comme vous pouvez le voir, c'est une série de chiffres et de lettres. C'est anonyme, ça vous identifie pas. Donc sur le réseau Bitcoin, on est essentiellement anonyme. On n'est pas vraiment anonyme. Un peu comme sur Internet, on n'est pas obligé de savoir qui vous êtes, comment vous vous appelez pour vous traquer. C'est-à-dire que les métadonnées, d'où vous vous connectez, à quelle fréquence, etc., permettent de vous identifier. Bon, c'est pareil sur le réseau Bitcoin. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les services de RG savent à peu près bien qui est qui dans les gros portefeuilles Bitcoin de la planète. Donc la partie, on va dire, anonymat de Bitcoin, c'est l'une des parties qui n'a pas vraiment marché dans le rêve crypto-anarchiste. D'accord. Oui, vas-y, Sylvain. Non, je dis oui, c'est logique que dès que ça commence à prendre un petit peu d'ampleur, voilà. Ça cherche à être un petit peu récupéré. Mais malgré tout, même si le côté anonyme est un petit peu estompé, ça reste quand même quelque chose où il y a encore beaucoup de liberté Tout à fait. par rapport à une monnaie classique, quoi. C'est-à-dire que de même que sur Internet, il est illusoire de croire qu'on peut échapper à la puissance de feu de la NSA, enfin pour moi, c'est un point de vue assez perso. Par contre, ce qui compte, c'est que quand vous êtes sur le réseau Bitcoin, Amazon ne sait pas ce que vous faites, Google ne sait pas ce que vous faites,
votre mutuelle de santé ne sait pas ce que vous faites, donc vous êtes quand même protégé par rapport à pas mal d'organismes privés. Mhm. Cet anonymat-là existe et est vraiment important, Mhm. en ce qui me concerne. Donc alors, comment ça marche vraiment? Donc, c'est-à-dire que Bitcoin, vous l'installez, c'est un logiciel. Dessus, vous avez donc ce logiciel qui va tourner et qui va commencer à chercher des bitcoins. Parce que, en fait, Bitcoin, c'est un problème mathématique qui, dans ces termes, a fixé une équation et une équation complexe hein, qui s'auto-ajuste. Et en résolvant l'équation, on peut, par chance, à force de faire des calculs et des calculs et des calculs, trouver un bitcoin. Quand on a trouvé un bitcoin, ben, il gagne. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Donc le réseau peer-to-peer, de tous ces ordinateurs qui calculent en même temps et qui se vérifient les uns les autres, c'est la clé de voûte du système. C'est-à-dire que c'est ce qui garantit que personne ne peut prendre la main sur Bitcoin, c'est le fait qu'il y ait des millions d'ordinateurs qui font partie du réseau Bitcoin et il suffit qu'il y ait un seul ordinateur qui essaye de tricher, de faire ce qu'on appelle une double transaction. C'est-à-dire je vends à Jacques, je vends à Pierre le même prix. Oui, c'est exactement la question que j'allais te poser. J'ai trouvé un code Bitcoin. Qu'est-ce qui m'empêche de l'utiliser plusieurs fois? Voilà. Donc en fait, c'est l'un des trucs qui sont vraiment au cœur de l'algorithme, enfin des algorithmes du logiciel Bitcoin, c'est d'empêcher la double transaction. Soit dit en passant, on reviendra dessus, c'est possiblement le point le plus important. C'est-à-dire que ça, c'est un problème qui était ouvert depuis des dizaines et des dizaines d'années que personne n'a réussi à résoudre avant Satoshi Nakamoto. Ça Mhm. change tout ce truc-là. C'est-à-dire Ouais. qu'on a réussi à résoudre sans avoir besoin de confiance d'une tierce partie cette notion de je ne peux pas dépenser à gauche, dépenser à droite et me faire deux fois l'argent. Et donc, n'importe quel nœud du réseau peer-to-peer, il suffit qu'il y en ait un qui vous détecte, l'ensemble va commencer à se brancher dessus, et il va y avoir un consensus qui va émerger très rapidement par un effet de masse, et le nœud, on va dire, escroc, va être mis de côté, va être banni très rapidement. D'accord. D'accord, d'accord. Par contre, cette capacité de réaction du réseau Bitcoin implique une latence. C'est-à-dire que ce phénomène prend entre quelques secondes et quelques minutes. D'accord. Ce qui fait que Bitcoin ne peut pas être quelque chose d'instantané. Ça, c'est un point très important. C'est-à-dire D'accord. que Donc dire que la transaction, j'imagine, est effectivement réalisée qu'une fois que le système a bien vérifié qu'il n'y avait pas de doublon, quoi. c'est ça. C'est-à-dire qu'en D'accord. fait, on a un système de vérification et au bout de X vérifications, on peut considérer statistiquement que la transaction est bonne. Donc après, typiquement, quand vous allez envoyer un Bitcoin à un marché d'échange, certains vont dire, moi je veux un minimum de 6 vérifications, d'autres vont en demander 12, etc. D'accord. On considère qu'à partir de 6, c'est bon. Hein. D'accord. Et alors juste une question qui est liée à la même problématique. Quand la transaction inclut 0,5 Bitcoin, comment est-ce que c'est géré? Est-ce que Alors, c'est bah, gérable et comment est-ce que c'est géré? tout à fait, c'est gérable. On va y venir juste dans le slide D'accord. suivant. Ok, Donc bah je vais te laisser je continuer. finis très Ouais. rapidement là-dessus. Donc les volontaires, ceux qui font tourner des ordinateurs, sont récompensés de leurs efforts pour faire tourner le réseau en pouvant découvrir des bitcoins. On a appelé ces gens-là des mineurs, un peu comme des gens qui allaient chercher de l'or hein, pendant Hmm. la ruée vers l'or aux États-Unis ou avant. Donc là, le titre de ce slide parle de Austrian Economics, donc l'école de Vienne dont a parlé Sylvain. On ne va pas revenir là-dessus parce qu'on en a parlé pas mal. Donc Bitcoin, c'est un peu le rêve de la monnaie qui ne peut pas subir d'inflation, qui est donc une monnaie fondamentalement déflationniste. Le nombre total de Bitcoin est connu depuis le premier jour. Il y a 21 millions de Bitcoin qui existent, pas un de plus. On en est à l'heure actuelle, on doit avoir découvert, je ne suis pas complètement sûr, 14-15 millions, quelque chose comme ça. On a dépassé les 2 tiers, quoi. Hein. D'accord. On pourra Euh, jamais dépasser plus de 21 millions de Bitcoin. non, D'accord. Oui. c'est pas possible, C'est c'est comme une intégré. limite en mathématiques où après, enfin, ça augmente de manière de plus en plus douce, c'est ça? Tout Ouais. à fait. Si on regarde cette courbe, là on a, c'est non seulement on sait combien il y en a, mais on sait exactement quand on va découvrir le dernier, à peu de choses près, parce que la difficulté des algorithmes s'adapte au fur et à mesure de la découverte des bitcoins. Et donc cette courbe-là nous dit le taux, le nombre de millions de bitcoins qui seront découverts à mesure des années. Donc là, on est rendu à, voilà, on a dépassé les 13,5 millions de bitcoins. Hein. D'accord. Donc on peut Euh, pas faire d'inflation sur le Bitcoin, par contre on peut faire d'inflation sur la valeur du Bitcoin. Mais tout bon, à fait. j'imagine qu'on en rediscutera. Ouais, c'est ça, exactement. Donc pour revenir à ta question de divisibilité, un bitcoin est théoriquement infiniment divisible.
À l'heure actuelle, histoire que ce soit pas n'importe quoi, il y a une unité minimale qui s'appelle le Satoshi. Enfin, ça s'est appelé comme ça d'une manière consensuelle. Je ne sais pas qui a lancé ça le premier. Donc c'est 10 puissance moins 8 Bitcoin. Donc c'est vraiment une fraction de Bitcoin. À l'heure actuelle, personne n'utilise le Satoshi dans la mesure où ça représente même pas un centime, un cent de dollar ou un centime d'euro. Mais il se peut qu'un jour on en arrive à faire des transactions en Satoshi, voire dans une échelle inférieure. Donc c'est pas du tout un problème ça. Hein. Ouais, selon la valeur que prendra le Bitcoin, quoi. D'accord, Voilà. ouais, donc on jouera là-dessus pour... Ouais, ok, compris. Donc je dirais voilà pour ces points-là. Donc pour résumer sur ce qu'on vient de dire, l'apport majeur de Bitcoin, à mon sens, là c'est un avis personnel, c'est j'ai appelé ça en finir avec la confiance. Alors c'est pas que j'aime pas la confiance, au contraire, c'est l'une des valeurs les plus importantes pour moi. Par contre, quand on est dans le domaine du commerce ou des transactions, le moins on a besoin d'avoir confiance en quelqu'un, le mieux ça se passe en règle générale. Et Bitcoin permet vraiment de garantir l'authenticité d'une transaction sans tierce partie, sans avoir besoin de faire confiance à qui que ce soit. Et d'une manière très simple et quasiment gratuite. Donc vous imaginez que les grosses chambres de compensation comme Euroclear, Clearstream, etc., quand ils ont vu ça, ça n'a pas dû leur faire extrêmement plaisir. Bon, ils ne sont pas menacés. Hein. Bitcoin a un temps de latence, comme on l'a dit, de quelques minutes. Eux, ils font des transactions à la nanoseconde, enfin du clearing à la nanoseconde. Il n'empêche, le monopole du clearing n'est plus entre les mains de ces gros organismes. Donc le vrai apport de Bitcoin, quelque part, c'est la naissance d'un espèce de ce qu'on appelle en anglais un ledger, un cahier de compte, un peu le cahier d'un comptable, qui est public, 100% public, 100% infalsifiable. Donc c'est ce qu'on appelle le blockchain. Le blockchain, c'est la série des blocs Bitcoin à mesure qui sont créés et découverts. Et toute transaction est notée là-dedans. Vous envoyez même 0,01 Satoshi, ça va être dedans. Et ça permet en fait de lancer, ça a beaucoup intéressé des organismes comme Google, enfin maintenant Alphabet, et pas mal d'autres, hein. C'est la notion de smart contract. C'est-à-dire que vous décidez de faire une transaction ou n'importe quoi, de dire par exemple, je vais léguer, moi Pierre, à l'heure actuelle, aujourd'hui, je lègue ceci à mes enfants à compter du temps, j'enregistre un petit message dans le réseau Bitcoin, j'ai une clé, cette clé fait foi que j'ai dit ça à telle date. Donc ça permet d'établir on va dire, une antériorité sur quelque chose dont on peut garder le secret, mais le jour où on révèle la clé qui permet de vérifier, c'est vérifiable. D'accord. Hein, donc c'est puissant. Oui, d'accord, c'est une sorte de testament électronique, enfin, ou même de transaction différée, d'accord. Ok, ouais, c'est intéressant, ouais. C'est voilà, donc ça pour moi, c'est vraiment l'apport majeur de Bitcoin. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec le trading? Là, on parle que de... on va y venir. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Je voudrais finir sur cette première partie sur les mineurs, parce que c'est quand même assez folklore. Ça, là, on a parlé un peu théorique, mais il y a beaucoup de fun dans Bitcoin quand même. Donc les mineurs, c'est des ordinateurs branchés au réseau Bitcoin, hein, et on essaye de découvrir des Bitcoins. Donc là, la courbe que vous voyez, elle commence en juin 2013, en fait, elle commence en 2009, hein, mais c'est impossible de voir les datas en 2009 tellement elles sont aplaties. Moi, quand j'étais en janvier 2013, elle avait déjà cette gueule-là, sauf que janvier 2013 était à droite. Hein, et on se disait, oh là 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 là, la difficulté a augmenté. La difficulté est exponentielle, ouais. Voilà, la difficulté est exponentielle. Donc ce qu'on voit, la petite courbe verte, je ne suis pas sûr qu'elle soit... Bon, celle qui zigzague beaucoup, c'est la difficulté en temps réel, hein, de découverte des bitcoins. Et ce qu'on voit en dessous, la courbe en escalier, c'est le réseau Bitcoin qui peu à peu adapte la difficulté de l'algorithme. D'accord. Hein, de façon à ce que la vitesse de découverte de Bitcoin n'augmente pas, mais au contraire suive cette espèce de courbe asymptotique qui va arriver vers une horizontale. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'au début, il suffisait d'avoir un vieux PC pourri pour miner des bitcoins. Et qu'à l'heure actuelle, les infrastructures de minage, c'est des trucs de ouf, hein, vraiment des trucs de cinglés. Bitcoin, à l'heure actuelle, c'est le réseau d'ordinateurs connectés le plus puissant de la planète, mais par un ordre de magnitude. Hein. C'est énorme.
Donc, alors ouais, la petite slide là, c'est mineur versus marchand de pelle. Hein, ça fait référence à la notion que qui c'est qui s'enrichit le plus dans l'affaire? Est-ce que c'est les mineurs qui cherchent des bitcoins ou est-ce que c'est ceux qui leur vendent le matos? Hmm. Donc, on va Oui, dire que c'est pas... c'est sûr qu'il y a quelques vendeurs de matériel informatique qui ont vu leur marché un petit peu croître avec la demande de supercalculateurs et de fermes de serveurs pour trouver des bitcoins, quoi. Ouais, tout à C'est fait. sûr. Ça a été un vrai business, mais en même temps, c'est intéressant parce que c'est un business qui a poussé l'enveloppe de ce qui pouvait être fait et qui a amené d'autres possibilités. Donc, Hmm. c'est voilà, c'est plus une blague qu'autre chose, mais c'est une blague qu'on se faisait souvent dans les milieux Bitcoin. Donc, la préhistoire, on va dire, entre guillemets, de 2009 à 2012. Donc, la- vous voyez d'abord un ordinateur de base, là. Donc, j'ai mis 2009 à 2010 CPU. CPU, c'est le processeur de votre ordinateur. Au début, il suffisait d'un petit processeur pour calculer et essayer de trouver des bitcoins. Je dirais qu'en 2009, vous pouviez raisonnablement trouver un bitcoin par jour avec une petite babasse. Ensuite, en 2011, des gens commencent à se dire mais les cartes graphiques, ça peut faire plein de calculs en parallèle. Pourquoi on ne programmerait pas des cartes graphiques pour faire les calculs Bitcoin? Donc on est passé sur les GPU. Donc là, on voit un ordinateur qui a 3 cartes graphiques qui sont branchées et qui font les calculs quelques millions de fois plus vite. Ensuite, les gens se sont mis à empiler des cartes graphiques. Donc là, on a cette espèce de truc ouvert là, avec des montants bleus. Bon, bah là, il y a presque plus que des cartes graphiques. Je dirais que la carte mère, c'est un truc complètement accessoire. Alors, Oui. ça chauffe à mort, ça fait un boucan de dingue. Donc ça, c'est les premières miner farms, donc des engins à miner Bitcoin qui sont apparus en 2011 à peu près, 2011-2012. Puis ensuite, on s'est mis à utiliser des matos spécifiques. Donc, c'est des puces programmables qui vont quelques millions de fois plus vite que les GPU. Donc, on appelle les FGPA. Donc, j'ai envie de dire que ça a été le début de l'ère industrielle du minage de Bitcoin. Moi je me suis intéressé, j'ai commencé à miner à l'époque des GPU Oui. et je me suis arrêté à l'époque des FGPA. D'accord. Et combien ça coûte faut monter une petite config FGPA comme ça? À l'heure actuelle, bon, de toute façon, ça ne Oui. sert plus à rien d'en monter une. Hein. C'est-à-dire qu'on est D'accord. là, On un trouvera plus de FGPA, bitcoin, quoi. s'il Ok. trouve 1 bitcoin en 1000 ans, c'est le max. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ouais, il y a une vitesse d'obsolescence qui est hallucinante. Hein. D'accord. On va le voir Donc sur le slide suivant. aujourd'hui, c'est plus du tout accessible Non, informatiquement aux particuliers de trouver des bitcoins. c'est fini. D'accord. Non, clairement, c'est fini. On peut dire que ça s'est terminé fin 2012, quoi, hein, D'accord. cette partie-là. Donc, pour commencer à introduire la deuxième partie qu'on fera probablement la semaine prochaine, la seule porte de sortie pour arriver à gagner de l'argent avec les bitcoins, c'est de spéculer dessus. Il y a plusieurs choses. Spéculer dessus, offrir, si vous parvenez à offrir des services payés en Bitcoin et que des gens vous les achètent en Bitcoin, vous pouvez avoir des Bitcoins et prendre des transactions en Bitcoin. Euh, oui, ça doit être ça. Mhm. D'accord. Donc, pour finir sur la course aux armements, en Ouais. 2013, on a eu l'étape suivante après le FGPA, c'est le ASIC, qui sont des puces non pas reprogrammables, mais spécifiquement codées pour faire le calcul exact de Bitcoin. D'accord. Puis on s'est mis à mettre plein d'ASIC ensemble, puis on est arrivé mi-2013, les Chinois s'y sont mis, et voilà le genre de machin qu'ils faisaient à l'époque. Ça, D'accord. c'est... voilà. Hein. Donc vous battez contre ça. Et ça, c'est en 2013, hein, on est en 2015. Ouais, ouais, d'accord. Donc Voilà. maintenant, c'est des usines entières remplies de calculateurs. D'accord. Ok. Et ouais. Et bon, là, du coup, on arrive à la fin de la première partie. C'est ça? Oui. Oui. Ouais. D'accord. Ok. Et donc, du coup, on comprend. Enfin, moi, en tout cas, je comprends un petit peu mieux le fonctionnement de Bitcoin. J'espère que ceux qui regardent la vidéo aussi. Vous pourrez poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre, et puis si Pierre passe par là, Ah, je pense qu'il pourra vous donner quelques réponses aussi, hein, ou sur le forum, hein. Pour ceux qui suivent un petit peu, comme je l'ai dit en début de vidéo, Pierre est aussi modérateur sur le forum, en plus de travailler avec moi sur Autosignal. Donc on fera une deuxième partie, donc probablement dans une semaine, où on discutera donc de l'expérience de trading et donc le lien avec le trading au niveau des bitcoins, puisque là, en forme de conclusion, comme on peut le voir avec le petit chinois au milieu de tout son matériel, ça va commencer à être compliqué de trouver des bitcoins par vous-même. Donc par contre, ce qui va peut-être potentiellement être intéressant, mais on verra les opportunités, mais aussi les dangers du Bitcoin, hein. Moi, j'en avais parlé, j'avais fait un article dessus, vraiment très basique, mais c'était il y a 1 an et demi, 2 ans peut-être,
où j'expliquais déjà que au stade où on en était à l'époque, il y avait des opportunités importantes, mais que, à mon sens, le marché était encore pas assez mature et trop jeune pour tenter de faire de la spéculation dessus. Et du coup, je pense que ce dont on discutera la prochaine fois va vraiment appuyer et illustrer ça. Même si aujourd'hui, peut-être que les choses commencent à bouger, mais effectivement, comme je vous disais à l'instant, ce sera plus de ce côté-là qu'il faudra aller chercher si ça vous intéresse de gagner de l'argent avec Bitcoin, que de monter des usines de 10 000 m² en Chine pour essayer de trouver un Bitcoin, quoi. Voilà, bah écoute Pierre, merci pour cette première intervention, j'ai trouvé ça super intéressant. On se retrouve du coup dans une semaine pour la deuxième partie où on va parler plus spécifiquement de trading. Et je vous dis à tous à très bientôt. Dites-moi en commentaire si ce type de format vous a plu, si vous voulez que je le fasse plus souvent. Et puis quoi qu'il en soit, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut. Salut Pierre, à bientôt. À bientôt.